Donc, on part maintenant d'une situation concrète pour laquelle x de t égale 0 est égal à 11,5 xc et la vitesse initiale nulle. Et on me demande dans un premier temps de déterminer l'équation de mouvement dans la première phase de glissement. Donc la première phase de glissement, c'est la phase de glissement qui va s'effectuer de la droite vers la gauche, puisque au départ, le solide a été étiré d'une longueur de 11,5 xc, qui est donc plus grande que l'allongement critique qui permet le glissement. Et donc forcément, le solide se met à glisser vers la gauche. Et donc la réaction tangentielle dans cette situation va se mettre vers la droite, et donc va s'écrire sous la forme T UX, et on va la déterminer à l'aide des lois de Coulomb. Donc ici, on a glissement, clairement. Donc T est égal cette fois-ci à F fois N. Normalement, c'est le coefficient de frottement dynamique, mais ici, on a égalisé les deux dans cet exercice. Donc, c'est égal à F mg. On a toujours N égale mg dans cette situation. La masse reste à l'horizontale. Et la force de rappel s'écrit toujours moins kx, EX. Donc, on se retrouve avec une équation différentielle qui, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, dans RT galiléen, ici, il n'y a pas d'aspect non galiléen qui intervient. On a mx point plus kx égale eh bien, la force de tension, donc Fmg, tout simplement. Et donc, en divisant par m, je me retrouve avec x point plus k sur m, x égale Fmg sur k, que j'obtiens ici. Voilà. Fmg sur Fg, pardon. Hop. Ou encore k sur m, pardon, j'avais une petite erreur, fois Fmg sur k. Donc, on se retrouve finalement avec x point plus oméga 0 carré x égale oméga 0 carré xc, avec oméga 0 égale racine de k sur m, et xc, la valeur qu'on a trouvée dans la première partie, qui est Fmg sur k. Et donc, on me demande de résoudre cela avec les conditions initiales qui sont celles de l'énoncé. Donc, la solution, c'est une équation linéaire. Donc, la solution, c'est x de t égale la solution homogène plus la solution particulière. Avec comme solution homogène, on va choisir a cos oméga 0t plus b sinus oméga 0t. Et comme solution particulière, ici, c'est une constante qui va être égale à xc. Et ensuite, on utilise le fait que x de 0 est égal à x de 0 qui valait 11,5 fois xc. Voilà. Qui est donc égal à a plus xc. Donc j'en déduis que a est égal à 10,5 xc. Et enfin, x point de 0, eh bien, vous dérivez le cosinus, ça donne un sinus. En 0, ça s'annule. Il reste b oméga 0 ici. Et ça doit être égal à 0. Donc on a déduit que b est égal à 0. Et donc que x de t est égal à a qui vaut 10,5 xc fois cos oméga 0 t plus xc. Donc voilà la solution dans cette première phase. Et donc on me demande quelle est la valeur minimale de x dans cette situation. Donc x min, c'est égal à la valeur de x pour laquelle le cosinus vaut moins 1. Donc ça fait moins 10,5 xc plus xc, ça fait moins 9,5 xc. Et en x min, eh bien on a que v est égal à 0. Également, c'est la position minimale, donc la position d'arrêt, ici, côté gauche de la masse. On nous demande en question 5 si le solide continue de glisser après sa première phase d'arrêt. Eh bien, on a x min qui est plus petit que, ici, moins xc. Donc, le glissement reprend immédiatement. Hein. Le solide ne s'arrête pas indéfiniment. Et donc, on se retrouve avec une deuxième phase, cette fois-ci. Je vais reprendre mon petit schéma de tout à l'heure avec le ressort comprimé, où la tension va maintenant vers la gauche. Voilà, je me retrouve exactement dans cette situation. Donc, cette fois, il n'y a pas grand-chose qui change. Simplement, on a toujours que norme de t est égale à Fmg, puisqu'il y a glissement. Par contre, on a que t est égal à moins Fmg EX, puisqu'elle est orientée à la vitesse de glissement et que dans cette nouvelle situation, la vitesse de glissement va maintenant vers la droite.
Je rappelle que T scalaire VG doit être négatif ici. Très bien. Donc maintenant qu'on a ça, on réécrit la deuxième loi de Newton. Je redétaille un petit peu moins. Ça me donne mx point point plus kx égale moins fmg. Et donc je vais me retrouver avec l'équation qui est x point point plus oméga 0,2 x égale moins oméga 0,2 xc, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose qui change. Et donc les solutions, c'est la même chose qu'avant. On a que x de t va être égal à moins xc comme solution particulière. Par contre, plus a cos oméga 0t plus b sin oméga 0t. Et si je reprends le t qui est à l'instant initial comme nouvelle, enfin si je reprends l'instant d'arrêt précédent comme nouvelle origine des temps, on a comme condition initiale x de 0 qui vaut maintenant moins 9,5 xc et v de 0 qui vaut toujours 0, qui va donc impliquer, comme dans la question précédente, que b est immédiatement nul. Et donc on en déduit que moins 9,5 xc est égal à moins xc plus a, et donc que a est égal à moins 8,5 xc. Pour en déduire finalement que x de t est égal à moins 8,5 xc cos oméga 0t moins xc, et donc la valeur maximale, c'est la valeur pour laquelle le cosinus vaut moins 1 ici, ce qui fait 8,5 xc moins xc, ce qui fait 7,5 xc. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle valeur maximale. Cette valeur étant supérieure à xc, eh bien, le glissement va encore continuer. Et ainsi de suite. Voilà. Donc on me demande de combien a diminué l'amplitude sur une oscillation. Donc eh bien, on voit bien qu'on est passé de 11,5 à 7,5. Donc l'amplitude a diminué ici de 4 xc sur une oscillation complète. Donc on peut en déduire le nombre de demi-oscillations dans un premier temps, ou le nombre d'oscillations. Le nombre d'oscillations, c'est la partie entière. N, ici, c'est la partie entière de la valeur de départ, donc de x de 0, divisé par 4 xc. Donc ici, c'est la partie entière de 11,5 xc divisé par 4 xc, ce qui fait 2 oscillations complètes, plus une demi-oscillation, qui est bien ce qu'on observe sur le document qui nous est fourni. On a bien 2 oscillations complètes, plus une demi, et après, par contre, ça s'arrête. Donc finalement, si on résume, on est parti au départ d'une amplitude qui valait 11,5 xc. Après une oscillation, on a perdu 4 xc, donc on est arrivé à 7,5 xc. Après 2 oscillations, on a perdu 4 xc, donc on est arrivé à 3,5 xc. Puis après une demi-oscillation supplémentaire, on s'est retrouvé à moins 1,5 xc. Et ensuite, on a fini à 0,5 xc, plus petit que xc, ce qui est bien la fin du glissement et donc l'arrêt de l'oscillateur. Donc si on regarde sur le document qui nous est fourni, on est bien parti de 11,5 xc, puis 7,5, puis 3,5 et à la fin moins 0,5 xc. Donc on me demande d'estimer la valeur du coefficient de frottement solide F, donc il manquait la valeur de la constante de raideur et la masse petit m. Donc l'idée c'est de lire graphiquement xc, donc on sait qu'on est parti de 11,5 xc, donc on peut, ou alors on va chercher ici à 7,5 xc, on est à peu près à 7,5 cm, donc on peut en déduire que xc ici est de l'ordre de grandeur du centimètre. Et donc on sait que xc est égal à fmg sur k, et donc on en déduit que f est égal à k fois xc sur mg, et si vous faites l'application numérique, vous devriez trouver un coefficient de frottement solide qui est de l'ordre de 0,2 ici. Donc dans un dernier temps, on me demande de conclure sur les différences principales entre l'oscillateur amorti par frottement fluide et par frottement solide. Il y a 2 différences principales, plusieurs différences intéressantes. Donc on va redessiner ici nos deux oscillateurs. Donc je vais reprendre l'oscillateur amorti par frottement solide,
ici, et l'oscillateur amorti par frottement fluide à côté. Donc je vais les mettre côte à côte. Donc premièrement, pour l'oscillateur à frottement fluide, on avait vu qu'on avait une décroissance exponentielle, comme on l'avait dessiné dans la première partie. Donc ça, c'est pour la décroissance. La décroissance est exponentielle. Alors qu'ici, pour l'oscillateur à frottement solide, la décroissance de l'amplitude est affine. Première très grosse différence. Deuxième différence importante pour l'oscillateur à frottement fluide, ici, on avait Xsec qui valait 0. Alors qu'ici, eh bien, peu importe, vous avez un Xsec différent de 0. On a tous une plage de Xsec pour lesquels le glissement peut s'arrêter. Xsec appartient à ici moins Xc, Xc. Dès lors que Xsec appartient à cette plage avec une vitesse nulle, eh bien le solide va s'arrêter. Donc ça, c'est une vraie différence, alors que pour les frottements fluides, ça va forcément s'arrêter en Xsec égale 0 au bout d'un temps suffisamment long. Et une dernière différence qui n'apparaît pas dans cette activité, mais qu'on peut retenir, c'est que quand on a des frottements fluides, on a l'existence d'une vitesse limite, lorsqu'on met en équation le système sur la vitesse, alors qu'avec des frottements solides, il n'y a pas de vitesse limite apportée par les frottements solides. Donc voilà pour cette activité sur les oscillateurs amortis. J'espère que ça vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.